Bonjour tout le monde, merci d'être là. Nous sommes mes collègues Katia et Fatima sont à mes côtés. Donc, je vais déjà demander quel rendez-vous sommes-nous dans la série des webinaires. C'est le quatrième. Notre quatrième rendez-vous. Il y a d'autres rendez-vous qui vont suivre les mois suivants. Donc, si vous pouvez, regardez aussi le programme des webinaires, restez avec nous, fidèles. On est ravis de vous avoir et de pouvoir continuer le dialogue entamé lors d'un webinaire dans les webinaires suivants. Donc, je vais commencer par vous présenter aujourd'hui la thématique. La thématique d'aujourd'hui, c'est un outil, en fait, un dispositif que la Fondation À la main à la pâte a concocté, a préparé grâce à la collaboration avec un laboratoire de recherche, le laboratoire INAS de l'Université de Mons, un outil qui a en fait plusieurs objectifs. Nous l'avons appelé longtemps un outil d'évaluation, mais c'est un outil qui se propose aussi de permettre aux enseignants à la fois de expliciter, de guider et naturellement d'évaluer les élèves dans le domaine en particulier de la démarche scientifique et des contenus de connaissances scientifiques proposés pendant les cours. Donc aujourd'hui, à côté de moi, pour vous parler de cet outil, comme je vous disais, ma collègue Fatima Ramoun, qui est chef de projet à la Fondation La main à la pâte. Et nous aurons bientôt connecté aussi Émilie Carozin, qui est chercheuse à l'Institut d'administration scolaire, l'INAS, de l'Université de Mons, et dont les recherches portent spécifiquement sur le développement d'outils pédagogiques et d'outils de suivi et d'évaluation des projets nationaux et européens dans le secteur de l'éducation, donc très à propos. Donc, comme je vous disais, nous allons vous présenter, excusez-moi pour les petits sauts de diapo, un outil qui est un outil d'évaluation formative, je tiens à le dire tout de suite, mais qui ne veut pas se limiter à ce rôle, qui veut aussi s'intégrer dans les pratiques pédagogiques de l'enseignant dès le début de la séance, même dans la conception elle-même de la séance, pour aider à expliciter clairement les objectifs d'apprentissage et pour aider à suivre la progression des élèves au fur et à mesure. Nous vous donnerons naturellement tous les liens d'accès où trouver cet outil sur le site de la Fondation La main à la pâte, où vous allez trouver tous ces éléments et les explications nécessaires en plus de ce webinaire pour sa mobilisation dans la classe. Et vous allez trouver aussi associé à cet outil un tutoriel d'auto-formation qui permet de prendre à main ces différents éléments, de s'auto-former pour l'utiliser à son gré dans sa classe. Donc, vous aurez naturellement, à la fin de ce webinaire, toutes les adresses, et y compris ce support de présentation pour vous rappeler les différents lieux. Au programme du coup de cette heure qui nous attend, très brièvement, je chercherai à détailler les objectifs de cet outil qu'on a appelé MapEval, cet outil d'évaluation. Nous allons focaliser l'attention sur l'évaluation comme aide pour apprendre, et non seulement et non tant pour juger les élèves, mais comme vraiment intégré à l'apprentissage des élèves et donc à l'enseignement. La collègue Émilie Carozin nous illustrera comment l'évaluation aide dans une démarche explicite dans l'enseignement des sciences et dans l'enseignement de l'investigation scientifique. Et elle nous illustrera aussi, puisque c'est son laboratoire qui s'est chargé du test de l'outil dans des classes avant sa validation, de vous décrire comment cet outil a été développé et ensuite validé. Nous allons voir très rapidement comment il est composé, ces différents éléments composants, ces différentes parties, comment elles se mobilisent au cours d'une séance de classe, comment elles deviennent vivantes au cours d'une séance de classe. Et pour cela, ma collègue Fatima Ramoun va vous illustrer un cas concret vécu dans la classe par elle de mobilisation de ce même outil avec ses atouts et naturellement aussi ses limites ou ses difficultés desquelles on parlera, car il s'agit d'exemples concrets. Et après, comme je vous disais, vous aurez toutes les informations sur comment repérer l'outil et comment éventuellement vous auto-former très rapidement à son utilisation. Et nous passerons à répondre à vos questions en ligne via le chat grâce à la collègue Katia Allegro qui est ici à côté de moi et qui va du coup pouvoir gérer toute cette partie. Merci beaucoup d'être là avec nous.
Donc, s'il n'y a pas de questions techniques avant de passer à la présentation, donc je vais commencer par les objectifs de cet outil MapEval. D'abord, pourquoi on s'est posé la question à la main à la pâte d'évaluer? Pourquoi évaluer? Pourquoi évaluer en sciences? Pourquoi évaluer à l'école? Évaluer, bien sûr, pour un enseignant, ça fait partie de son quotidien. La définition de l'évaluation traditionnelle, c'est récolter les informations pertinentes par rapport aux objectifs visés en vue de permettre un meilleur apprentissage ou du côté de l'enseignant aussi de prendre des décisions, de porter un jugement éventuellement, de faire ressortir en général la valeur du travail qui a été effectué dans la classe. Mais c'est vrai qu'à l'école, l'évaluation prend actuellement différents rôles, différentes places dans le cadre des activités des classes. Parfois, elle est conçue comme un processus qui est presque externe à l'apprentissage. On apprend après. Ensuite, on évalue et on note pour attester un apprentissage. En fait, cette vision de l'évaluation est extrêmement réductrice, car l'évaluation devrait être considérée peut-être avant tout, avant qu'un outil pour juger ou pour attester un apprentissage, comme un outil précieux d'aide à l'apprentissage lui-même. En effet, tout comme on considère l'évaluation souvent comme quelque chose qui sert à juger, entre guillemets, à noter, on a aussi l'image de l'évaluation comme quelque chose qui arrive à la fin d'un apprentissage. Or, en fait, cette temporalité, comme cette conception de l'évaluation, comme je le disais, est plutôt réductrice. En réalité, le processus d'évaluation commence avant même l'apprentissage et se poursuit ensuite à distance de temps, du temps de l'apprentissage lui-même. Il existe dans la littérature, notamment en sciences de l'éducation, en sciences cognitives, de nombreuses études, de nombreuses recherches qui attestent les bienfaits cognitifs pour apprendre de l'évaluation proposée non seulement après l'apprentissage, mais même avant l'apprentissage, un petit QCM avant de démarrer le cours lui-même. Proposer ce genre d'évaluation avant l'apprentissage permet par exemple de clarifier et d'expliciter les objectifs d'apprentissage eux-mêmes, de bien les distinguer des objectifs de ce qui sera fait. On fera des choses, mais dans ce cas, notre objectif, c'est d'apprendre certaines connaissances ou d'acquérir certaines compétences. Le fait d'évaluer avant la séance permet de mettre en quelque sorte le doigt sur ces objectifs d'apprentissage, sur ce qui viendra, et permet du coup à l'élève de focaliser son attention sur ce qui va venir. Dans le flux d'informations qui va arriver au cours d'une séance, le fait d'avoir passé une petite évaluation avant l'apprentissage lui-même permet à l'élève de savoir où il devra prêter vraiment attention parce que là vont arriver les concepts ou les procédures ou les compétences qu'il est censé apprendre, qu'il est censé retenir, qu'il est censé comprendre. L'évaluation proposée avant l'apprentissage permet d'exploiter certains mécanismes cognitifs d'apprentissage connus comme apprentissage par prédiction et erreur. Notre cerveau fonctionne essentiellement comme une machine à prédire. Il ne se limite pas à absorber des informations, il fait tout le temps des petites prédictions. Il se passera cette chose-là, je saurais faire cette chose-là. Il anticipe, il fait des hypothèses. C'est un cerveau scientifique, au fond. Quand il fait ces hypothèses, ensuite, il va comparer les hypothèses avec ce qui se passe réellement. Je prédis que si je sors en ce moment, je vais me mouiller parce qu'il pleut. Si effectivement il pleut que je me mouille, bien, check. Ma prédiction était correcte. S'il n'est pas correcte, ce qui va se passer, c'est que le cerveau, il est obligé de revenir sur sa prédiction initiale, sur sa représentation initiale, de la corriger. Et voilà que cette erreur de prédiction que l'on avait faite devient le moteur même de l'apprentissage. Grâce à ce type de mécanisme d'apprentissage,
On apprend au fond quand on se trompe. Mais pour se tromper, il faut s'exprimer. Et voilà le rôle de l'évaluation avant l'apprentissage lui-même, permettre de s'exprimer, d'exprimer des représentations, de dire ce qu'on pense que serait la réponse correcte, et ensuite, grâce à l'activité, de pouvoir corriger éventuellement cette réponse. D'apprendre par prédiction et erreur. L'évaluation proposée avant l'apprentissage permet également à l'élève, et ça sera le dernier élément sur lequel je m'attarderai, de porter sa réflexion active sur ce qu'il va apprendre. Il va savoir ce qui lui est demandé, il va être attentif et il va pouvoir réfléchir plus facilement à son apprentissage lui-même. C'est ce qu'on appelle un engagement métacognitif. Cet engagement métacognitif est soutenu, est aidé à la fin de l'apprentissage quand l'évaluation est reproposée parce qu'il permet à l'élève de se poser la question « bien, qu'est-ce que j'ai donc appris par rapport à ce que je pensais savoir au début ?» De cette manière, l'élève est tout le temps actif dans son apprentissage, actif avec sa tête, pas nécessairement avec ses mains, au sens où il se pose des questions, il réfléchit à ce qu'il doit apprendre, il se pose la question s'il a vraiment appris, chose qui est très difficile à auto-évaluer tout seul, mais grâce au support de l'évaluation qui lui est proposée, il peut se poser sa question, voir la réponse et donc se dire « Ah, je pensais avoir appris, mais ce n'est pas le cas ». Donc, de cette manière, l'évaluation permet l'engagement métacognitif. Tout dernier élément, l'évaluation proposée avant et après une séance d'apprentissage favorise fortement la mémorisation. Beaucoup de littérature sur la mémoire et sur la mémorisation en cours notamment, c'est-à-dire des expériences qui n'ont pas été faites exclusivement dans les laboratoires, mais aussi dans les classes, attestent que le fait de se tester et retester produit un effet de mémorisation à court terme et à long terme dans ce qu'on appelle de rétention extrêmement plus significatif par rapport au fait, par exemple, de se relire le même cours. Donc, dit brièvement et simplement, entre se relire 2 fois son cahier ou les notes qu'on a prises ou le chapitre du livre et le lire une fois ou écouter le prof en classe et ensuite passer un test pour voir ce qu'on a appris, exprimer ce qu'on a appris, répondre à des questions, c'est la deuxième formule, celle avec le test, qui obtient les meilleurs résultats sur la mémorisation et sur la rétention. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on avait envie de participer, de partager avec vous cet outil qu'on appelle d'évaluation, mais qu'on considère aller bien au-delà par rapport au simple objectif de suivre la progression des élèves. Objectif qui, de toute manière, n'est pas un objectif anodin, c'est un objectif important pour l'enseignant. Donc, je termine cette partie avec ce petit résumé des différents objectifs de l'outil. Je vous ai dit, pour les élèves, je pars du bas, permettre d'expliciter ses connaissances, de s'engager métacognitivement, de favoriser la mémorisation de ce qui a été présenté en classe, donc un outil d'aide, de soutien à l'apprentissage. Pour les enseignants, un outil qui, pour nous, a l'objectif d'aider les enseignants eux-mêmes à se clarifier les objectifs d'apprentissage qui seront proposés en cours et aussi de mieux planifier et mieux structurer la séance en ayant clairement en tête ces objectifs et en ayant une sorte de rythme à scander entre l'évaluation initiale, le rappel des objectifs en cours de séance, vous verrez par quels éléments spécifiques de cet outil tout cela passe, et enfin, cette évaluation qui permet de clôturer une séquence d'apprentissage et de savoir quelle partie de sa classe a pu effectivement acquérir les connaissances et les compétences qui ont été proposées. Et dans ce sens, cette idée de pouvoir suivre de manière plus objective, de manière plus fondée, la progression des élèves, non pas juste pour la connaître, mais pour pouvoir donner un feedback adapté et pouvoir faire de la remédiation et de la différenciation par rapport aux élèves. J'ajoute que si j'ai fait jusqu'ici un discours qui est assez général sur l'évaluation qui pourrait s'appliquer à toutes les disciplines, nous on considère
que tout ce que je viens de vous dire est particulièrement important dans le domaine de l'apprentissage des sciences, qui comprend non seulement un apprentissage des connaissances scientifiques, mais tel qu'il est proposé par la main à la pâte, aussi un apprentissage des compétences scientifiques. Et ces compétences scientifiques, parfois, elles peuvent passer à la trappe car elles ne sont pas suffisamment explicitées pour l'enseignant comme pour l'élève. Et donc, on a du mal à savoir à quelles compétences on est en train de travailler, avec quel objectif exactement, et si la compétence, effectivement, a pu progresser grâce aux activités qui ont été proposées dans la classe. Donc, j'en viens, grâce à ça, au troisième et final objectif de l'outil qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de s'améliorer. Et dans ce cas, ce n'est pas que pour l'élève, ce n'est pas que pour l'enseignant, c'est pour nous, la main à la pâte, la fondation La Main à la Pâte. En effet, depuis toujours, nous avons ce souci de pouvoir proposer des outils qui répondent aux besoins des enseignants et qui leur permettent de faire avancer les élèves. Mais nous aussi, on a besoin de faire avancer nos outils, de vous proposer des ressources qui sont vraiment en prise avec à la fois les besoins et à la fois les capacités des élèves d'acquérir les connaissances et compétences proposées. Donc, l'outil que nous vous proposons comporte dans sa phase finale un retour vers, non pas l'élève, mais vers nous-mêmes, vers la Fondation La Main à la Pâte. L'objectif est de nous faire remonter, si vous utilisez cet outil avec nos ressources pédagogiques, les résultats de ces évaluations pour que nous, on puisse faire progresser nos ressources, les améliorer grâce à vos retours. Donc, on vous appelle à être complice, au fond, collaborateur, si vous voulez, dans l'élaboration de nos ressources grâce toujours à cet outil. Je me tais ici et je laisse la parole du coup à ma collègue Émilie Carozin, pour qu'elle puisse nous parler de l'évaluation comme aide à une démarche explicite dans l'enseignement des sciences, de l'investigation scientifique en particulier, et comment cet outil a été développé et validé. Émilie, je te vois, du coup, je te laisse la parole. Merci d'être avec nous. Elena. Merci infiniment. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce travail de recherche collaborative qu'on a conduit en 2022 avec Elena, Frédéric et Claire principalement, mais aussi d'autres personnes, mais autour du développement de l'outil, et pour lequel on a pu aussi bénéficier de l'engagement volontaire et dévoué de 13 enseignants qui ont bien voulu tester la première version de l'outil que vous allez découvrir plus en détail plus tard. Donc, pour cette présentation, je vais repasser donc un peu sur les étapes de la recherche. Elena vous a présenté les objectifs de l'outil, c'était les objectifs qui étaient à la base de notre collaboration de recherche sur lesquels on a travaillé. Et puis, à partir de là, on a développé un cadre conceptuel. Je vais vous présenter quelques éléments en particulier sur le sentiment d'efficacité personnelle. Et en parallèle, on a aussi développé, et c'est là tout le travail de l'équipe de La Main à la Pâte, qui a développé 3 référentiels en fait, qui sont en constante évolution. Un référentiel des compétences scientifiques des élèves, un référentiel d'apprentissage scientifique en lien avec les séquences qui avaient été testées et qui n'arrêtent pas d'être enrichies, et puis un référentiel de gestes professionnels. L'ensemble de ces éléments ont vraiment servi de support pour développer cet outil qui visait vraiment à être en soutien au développement d'un raisonnement scientifique et à la maîtrise des apprentissages scientifiques. Et puis, comme je vous ai dit, il a été testé en classe. Et donc, à partir des retours que les enseignants nous ont donnés, on a pu travailler sur l'amélioration du prototype qui a ensuite été encore retravaillé par La Main à la Pâte et qu'on a le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous disais, pour cette présentation, on s'est dit que c'était intéressant de se focaliser sur certains éléments qui ont été particulièrement déterminants dans le développement d'outils. D'abord, le sentiment d'efficacité personnelle. Et donc, le sentiment d'efficacité personnelle, là, voilà, vous le savez sûrement, c'est ce qui permet à l'élève de se sentir compétent dans un domaine. Et il traduit en gros le niveau de confiance qu'il a dans notre cas, son activité scientifique.
Et donc, pour construire ce sentiment d'efficacité personnelle, l'élève, il va se baser sur 4 éléments: des expériences de maîtrise, donc la façon dont il a procédé et comment il estime être arrivé à avoir réussi la tâche, mais aussi des expériences vicariantes, c'est-à-dire des observations d'autres personnes. Il va peut-être parfois se comparer à d'autres pour savoir juger, évaluer son activité. Il va aussi utiliser les retours qu'il obtient d'autres personnes, c'est ce qu'on appelle les persuasions sociales, ce que l'enseignant va lui dire. Et ce qui va aussi affecter ce sentiment d'efficacité personnelle, c'est ses réactions physiologiques. Donc, s'il est particulièrement stressé ou qu'il a faim, il va peut-être interpréter différemment son sentiment d'efficacité personnelle. Alors, on sait que les élèves on sait, les recherches sur le sentiment d'efficacité personnelle montrent que les élèves qui ont un haut sentiment d'efficacité personnelle se fondent principalement sur les expériences de maîtrise. Et on a envie de dire, ben super, parce que c'est vraiment ce qui est logique et plus pertinent. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait pour réussir la tâche? Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que les élèves qui ont un faible sentiment d'efficacité personnelle, eux, la balance va s'inverser. Donc, il faut cliquer encore une fois sur le... Voilà. Et eux, là, ce qui va être plus important pour eux, c'est tout le reste. C'est-à-dire ce que l'enseignant va dire, la comparaison avec les autres, et donc des choses qui ne sont pas forcément pertinentes et valables pour évaluer son activité scientifique. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est on va travailler sur ces sentiments de maîtrise et une des choses qu'on sait qui peut aider à ça, c'est l'explicitation des compétences. Mais l'explicitation des compétences, c'est ce qu'on a mis en avant dans des travaux qu'on a fait récemment sur d'autres compétences, c'est une stratégie qui s'apprend. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui se fait naturellement. C'est un ensemble de tâches à appliquer, une série d'étapes à suivre pour prendre conscience de ces apprentissages et pouvoir les expliciter. Si c'est une stratégie, ça signifie aussi qu'on peut utiliser la même stratégie dans plusieurs situations. Donc là, dans le travail sur l'outil, l'objectif, c'était de pouvoir accompagner cette stratégie d'évaluation des compétences et aussi des apprentissages scientifiques, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Alors, bon, j'imagine que vous êtes déjà convaincus, mais on ne sait jamais, donc quelques arguments supplémentaires. Pourquoi apprendre cette stratégie d'évaluation? Bon, Elena l'a déjà dit. D'abord, ça permet de diriger l'attention des élèves vers les objectifs d'apprentissage. Ensuite, ça peut aussi contribuer à la structuration des apprentissages et donc à l'acquisition de ces derniers. Ensuite, cette stratégie, elle permet aussi d'intégrer ces apprentissages en mémoire et ensuite également de les transférer à d'autres situations. Donc, toutes des choses qui vont être importantes pour renforcer le sentiment de maîtrise. Alors, on a développé l'outil et puis on a eu, comme je vous ai dit, 13 enseignants qui ont testé bénévolement l'outil dans leur classe. De façon conjointe, ils ont testé l'outil d'évaluation avec une séquence proposée par la main à la pâte. Et là, l'objectif, c'était pas d'avoir le plus grand nombre, parce que voilà, comme vous savez, des fois, les conditions scientifiques on a aussi des contraintes, mais plutôt de pouvoir le faire tester par une plus grande diversité d'enseignants et d'élèves. Et donc voilà, c'est ce que vous voyez. Là, vous avez un aperçu de l'échantillon. On peut passer à la slide suivante. Et donc, les fonctions de l'outil qui ont été relevées par les enseignants, c'était d'abord une fonction d'identification des compétences. Donc, ils ont vu que ça aidait à identifier ce sur quoi ils allaient travailler, puis de les expliciter. Une fonction d'évaluation des notions scientifiques, comme Elena a mis en avant. Une fonction aussi de structuration des séquences, c'est-à-dire que ça permettait aussi de contribuer à la structuration des séquences et aux gestes professionnels, et aussi à réfléchir à ces gestes professionnels et aux modalités de travail utilisées, et également à valoriser les compétences qui étaient acquises par les élèves, puisque à chaque fois qu'ils acquièrent une compétence, ils peuvent l'ajouter dans leur sac à dos de badge, comme un badge, pardon.
Et donc là, je vous ai mis quelques retours d'enseignants qui disaient que, voilà, en fait, d'utiliser cet outil, ça leur permettait, eux, d'être plus attentifs à expliciter vraiment les différentes choses que les élèves faisaient et de prendre le temps de le faire. Et non seulement de l'expliciter, mais pour ceux qui le faisaient déjà, d'avoir aussi des visuels qui permettaient d'être encore plus transparents auprès des élèves et de les rendre encore plus conscients des apprentissages qu'ils étaient en train de réaliser. Alors, on a travaillé dessus en 2021-2022 et puis la réflexion continue. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ces prolongements conceptuels qu'on a eus et les liens avec l'outil tel qu'il va vous être présenté après. En fait, souvent, on se dit, et particulièrement en sciences, où on parle beaucoup d'apprentissage par l'expérience, ben d'ailleurs, la main à la pâte, ça peut aussi donner cette idée-là, que ben, l'apprentissage par l'expérience, c'est quelque chose de naturel. Alors, un des modèles les plus utilisés, c'est celui du psychologue Kolb sur l'apprentissage expérientiel qui part voilà, de l'expérience concrète. Donc là, vous reconnaissez très bien les travaux de Dewey, etc., que vous connaissez, et qu'à partir de là, on va faire une observation, on va conceptualiser et l'expérimenter, et c'est comme ça qu'on construit la connaissance. Alors, il y a d'autres chercheurs américains, Schenck et Cruikshank, qui, eux, ont récemment fait évoluer ce modèle de Kolb en disant, bah, en fait, il y a quand même des recherches en neurosciences, vous voyez, je fais clin d'œil à Elena, qui montrent que bah, avant l'expérience, il peut y avoir quelque chose déjà, et que ça ne sert pas à rien d'avoir quelque chose avant l'expérience, bien au contraire. Et cette chose, c'est la phase de cadrage. La phase de cadrage, son objectif, c'est vraiment de cibler et d'amorcer l'attention et de pouvoir allumer dans le cerveau tous les espaces qui sont utiles aux apprentissages. Et donc, ça, c'est quelque chose de vraiment important qui est inclus dans l'outil à travers deux supports en particulier. Le premier, c'est un support qui vient interroger les représentations initiales et qui vient donc un peu délimiter le territoire de ce qui va être travaillé. Et le deuxième, il faut cliquer, c'est les objectifs d'apprentissage en mettant en lien avec, en identifiant l'objectif d'un point de vue de la... Non, on peut retourner avant, pardon, de la compétence sous forme de carte que vous voyez ici. Donc voilà, cette phase, elle a vraiment pour but de pouvoir éclairer les éléments qui vont être mis au travail durant la séquence. Et maintenant, on peut passer à la suivante. Ensuite, il y a la phase d'activité. Et pour Schenck et Cruikshank, là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir guider le processus d'apprentissage et de pouvoir, du coup, en tant qu'enseignant, identifier des sous-objectifs qui vont permettre de guider l'élève dans son activité et se dire aussi, ben, quand j'ai atteint un sous-objectif, hop, check, je peux mettre ça de côté et libérer de la charge cognitive pour le prochain objectif. Et donc ça, c'est vraiment présent grâce au travail de l'équipe de la main à la pâte dans les compétences qui ont été déclinées en sous-compétences et qui nous donnent là vraiment des repères pour pouvoir guider au mieux une tâche pour les élèves et leur dire, ben oui, là c'est bon, tu es sur la bonne voie, tu es arrivé au prochain repère, etc. Après l'activité, Schenck et Cruikshank, ils parlent de la phase de débriefing direct. Et donc là, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est se dire, ben là, c'est là maintenant qu'on construit les apprentissages. Alors, eux, ils disent, c'est un peu tôt. Et ce qui est essentiel ici, c'est de pouvoir cibler les éléments les plus importants dans l'activité, qui sont en lien avec l'objectif ciblé. Et donc, on peut bien sûr retracer le chemin parcouru dans l'ordre des étapes qui ont été suivies et se dire, ben, dans ces étapes, quels étaient les repères essentiels qui étaient utiles pour l'activité et qui sont en lien avec notre objectif. En gros, faire un peu le bilan des apprentissages, et c'est une des choses qui est proposée dans le poster, ce qu'on a appris.
Alors, cette partie, ce débriefing direct, il est plutôt direct, comme son nom l'indique, et spontané. Et après ce débriefing, ils viennent mettre quelque chose qui est souvent pas du tout valorisé dans l'enseignement, c'est la pause. Alors, la pause, ça ne veut pas dire on se repose, on fait rien, on va faire une sieste, malgré le réveil qui est indiqué en haut à droite. Mais plutôt, ça peut être se focaliser sur autre chose et travailler autre chose. En tout cas, ça peut être quelques heures, une nuit de sommeil, peut-être même quelques nuits. Il n'y a pas d'informations claires pour l'instant dans les recherches en neurosciences pour dire quelle est la durée optimale d'une pause. Mais cette pause, elle sert à quelque chose, elle permet aux apprentissages de s'ancrer dans la mémoire. Et à partir de là, on peut ensuite revenir un peu plus tard, comme par exemple si on fait un QCM 2 semaines après, ou si on revient sur le poster 2 semaines après, revenir sur ce qui a été fait, et là, venir consolider les liens entre l'expérience, les objectifs, l'activité qui a été faite et tout ce qui a été abordé en cours. Et donc, l'objectif là, c'est vraiment de pouvoir consolider et structurer les apprentissages. Et cette structuration, bien sûr, elle doit se faire par l'élève. Et dans les outils qu'on a proposés, ce qui se rapproche le plus de ce que serait cette structuration par les élèves, c'est cette fiche d'évaluation de la compétence où on les invite à venir expliquer ce qu'ils ont fait. Et donc là, c'est vraiment pouvoir reconstruire l'activité en mémoire et la recréer pour pouvoir la conserver et que l'apprentissage soit plus durable. Et après ça, il y a donc la phase d'apprentissage, d'assimilation, pardon, qui a pour objectif d'intégrer les apprentissages dans son histoire, dans son parcours scolaire et de donner du sens à ces apprentissages. Et donc là, dans cette fiche justement d'évaluation de la compétence, on a aussi prévu un espace qui permet de favoriser le transfert à d'autres situations où on demande aux élèves d'identifier d'autres situations où ils pourraient remobiliser cette compétence. Et c'est vraiment là, vous voyez, pouvoir intégrer ce que j'ai appris, ce que je sais faire dans quelque chose de plus durable et de se projeter aussi dans l'utilisation, puisqu'on sait que plus on se projettera, plus il sera plus facile de transférer les compétences dans d'autres situations. Donc, en gros, l'outil qui a été développé, il peut vraiment faciliter et même guider l'apprentissage sur base de l'expérience à travers ces différentes phases. D'abord, la phase de cadrage des objectifs et d'évaluation des représentations initiales. Ensuite, une phase d'activité guidée et explicitée. Puis, une phase de débriefing qui permet d'identifier quels sont les éléments essentiels aux apprentissages avec un S. Une petite pause qui permet l'ancrage dans la mémoire et à partir de là, pouvoir créer des liens et structurer ces apprentissages et anticiper d'autres situations où ils pourront être utilisés. Et donc, c'est pour ça qu'on a prévu dans l'outil, du point de vue de l'élève, ça se traduit par 3 niveaux de compétences. Des niveaux qui diffèrent de ce qu'on utilise habituellement, acquis, non acquis, en cours d'acquisition, mais qui permettent vraiment de diriger l'attention vers l'activité. Donc d'abord, un niveau de compétence observée par l'enseignant, qui permet de se dire qu'est-ce que l'élève fait là qui m'indique qu'il est en train de maîtriser son activité scientifique et que je peux lui communiquer aussi. Un niveau de compétence explicitée où c'est l'élève même qui objective ses apprentissages et qui vient prendre conscience de ce qu'il sait faire et qui peut le communiquer. Et puis un niveau de compétence transférée ou transférable, puisque là, on va inviter l'élève à identifier, comme je vous ai dit, des situations où il pourra réutiliser cette compétence. Voilà. Et donc, pour la suite, j'ai hâte de voir la traduction en contexte réel par nos collègues enseignants. Merci, Elena. Merci, Émilie, c'était très clair. Donc, on peut passer à la partie suivante. Je vous ferai très rapidement
avant de passer la parole à ma collègue Fatima, une simulation totalement virtuelle de comment on mobilise les différents éléments de l'outil. Vous en avez vu déjà un aperçu dans la présentation d'Émilie. Vous avez compris qu'il y a plusieurs éléments qui servent des buts précis, des objectifs précis dans le cadre de la mobilisation de cet outil d'évaluation. Je vous fais comme si on était en classe. Qu'est-ce que fait l'enseignant quand il se retrouve avec ce paquet que vous allez pouvoir trouver sur le site de la Fondation La Main à la Pâte? L'idée, c'est de démarrer une séance en ayant identifié clairement les objectifs d'apprentissage en termes, je répète, de connaissances et des compétences scientifiques. Donc, la partie des compétences scientifiques, en fait, excusez-moi, je dois ne pas sauter cette diapo importante. Identifier les connaissances scientifiques, c'est un tout petit peu plus facile aussi grâce au BO et parfois grâce aussi dans nos ressources, c'est beaucoup plus explicité comment, quel type de connaissances elles sont visées. Identifier clairement les compétences scientifiques liées à la démarche scientifique qui vont être mobilisées au cours d'une séance n'est pas nécessairement facile. Et comme Émilie l'a expliqué très bien, on a des grands cases, des grands grains de ces compétences, savoir poser des questions, des hypothèses, savoir imaginer un protocole scientifique, mettre en place ce protocole scientifique selon des modalités d'observation, de modélisation, d'expérimentation, savoir représenter ces données, savoir les interpréter à la lumière des hypothèses initiales, savoir construire un savoir à partir de ces données, mais ces éléments, on a ressenti le besoin de les affiner, c'est-à-dire non pas de les modifier, ça reste les mêmes compétences que tout enseignant pourra trouver aussi dans son BO, dans la lignée du coup de ce qui est prescrit par le ministère de l'Éducation, mais on a voulu les rendre un peu plus fins. Du coup, on a égrené chacune de ces compétences spécifiques à la démarche scientifique en sous-compétences, de manière à pouvoir signifier à l'enseignant et à l'élève plus précisément sur quelle sous-compétences il était en train de travailler et quel était son objectif d'acquisition à la fin de la séance. Pour cela, on a constitué un référentiel des compétences et on a traduit ce référentiel de compétences en carte. On voulait en effet que l'enseignant puisse afficher clairement la carte de la compétence à travailler dans sa classe pendant toute la période où la compétence était travaillée, de cette manière à la rendre visible, à pouvoir de temps en temps pointer le doigt et dire c'est celle-là sur laquelle on travaille. Pour faire ça, la même carte est déclinée en mini-cartes et ces mini-cartes sont consignées directement à chaque élève qui le met dans son cahier et qui peut aller se les revoir au cours de la séance, au cours du travail et à la fin, quand il sera question d'évaluer grâce à la fiche d'évaluation de la compétence, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut expliciter et qu'est-ce qu'on peut transférer. Ces mêmes compétences, à la fin du parcours, pourront être rangées, comme le disait Émilie, dans un sac à dos. Si on en a envie, c'est des éléments graphiques que les enseignants testeurs ont apprécié parce que ça leur permettait de rendre aussi tout ce dispositif d'évaluation d'abord plus matériel, plus visible, mais aussi un peu plus agréable pour les élèves. Donc, l'enseignant il pourra ranger les compétences acquises dans le sac à dos. Bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire dans cela. Commençons donc à voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est la préparation de la séance pour l'enseignant lui-même. Il se clarifie les compétences, il se clarifie les connaissances, il sait sur quoi il va travailler, il va être prêt à expliciter cela en début de séance pour l'élève. Excusez-moi, ça saute un petit peu les diapos et je voulais la suivante. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait l'enseignant? Il arrive dans la classe, comme je vous le disais, il affiche la carte de la compétence et Fatima, que vous voyez déjà dans cette image, va mieux vous expliquer cette partie-là, affiche la compétence, clarifie sur quoi on va travailler en termes de compétences et connaissances et propose un petit QCR rapide avant la séance elle-même. C'est l'occasion pour dire, les gars, si je vous évalue avant d'avoir fait l'apprentissage, ça veut bien sûr dire que cette évaluation n'est pas un jugement. On veut juste savoir à quel point on en est, qu'est-ce qu'on sait, quelles sont nos représentations, nos idées, on veut les mettre de côté un instant, on veut se les garder pour les comparer à ce qu'on pensera à la fin de cette séance. Ne vous inquiétez pas de stress. Et on fait à ces moments-là ressortir aussi verbalement dans la discussion les compétences initiales
les représentations initiales des élèves, de manière de nouveau à pouvoir bâtir sur tout cela et à permettre ce qu'on disait, c'est-à-dire cet apprentissage avec erreur, prédiction, erreur et correction de l'erreur. Donc, un poster qu'on peut afficher dans sa classe pour collecter ces idées initiales. Bien sûr, ce sont des étapes qu'on pourrait faire sans objet, sans afficher de poster dans la classe. C'est un choix juste de rendre éventuellement visible et plus agréable toute cette partie du travail. Quand on arrive à la fin de la séance, le tout, au fond, recommence comme, voilà, je me mets ici, recommence comme au début. C'est-à-dire que entre le début où on a proposé le petit QCM, où on a affiché la carte de la compétence, et la fin, ce qui se passe, c'est l'activité. L'enseignant a la carte affichée, les élèves ont les cartes dans leurs mains. Ceci permet tout le temps, pendant que les élèves travaillent en groupe, à leurs expériences, à leurs observations, de rappeler qu'ils ne sont pas juste en train de manipuler quelque chose, mais qu'ils sont en train de faire quelque chose dans l'objectif de développer ou de mobiliser une certaine compétence et d'acquérir certaines connaissances. Donc, pendant la séance, ces objectifs sont tout le temps rappelés, sont rendus explicites. On arrive à la fin de la séance et c'est le moment de l'évaluation finale qui peut être faite immédiatement grâce à la discussion, ce qu'on a appris, ce qu'on a travaillé et ce qu'on a développé, et à distance, comme l'a bien expliqué Émilie, pour donner le temps au souvenir de se dissoudre légèrement pour pouvoir être ensuite réactivé. Ce qui compte, c'est qu'à ce moment-là, on repropose au niveau de l'évaluation des connaissances exactement les mêmes QCM qu'on avait proposé au début. Et on explique aux élèves, voilà, ça va nous servir à faire un comparatif entre avant et après notre séance d'apprentissage. Pour ce qui concerne les compétences, les choses se passent un tout petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on n'a pas un QCM. On a une fiche qu'Émilie vous a montrée, qui est une fiche qui implique que les élèves travaillent en petits groupes, ou s'ils sont grands, en individuel, en binôme, idéalement. Ceci permet aux élèves de ne pas avoir juste à penser dans leur tête, mais de pouvoir dialoguer. Et le dialogue se déroule de cette manière. Bon, rappelons-nous, on a dit qu'on travaillait sur cette compétence. Mais oui, voilà la petite carte. Là, la fiche, elle nous demande de dire quand est-ce qu'on l'a mobilisée, de donner un exemple concret d'un moment pendant la séance où on a mobilisé cette compétence. On dialogue et on écrit une petite phrase qui montre qu'on a compris quelle était la compétence et en quoi elle consiste réellement. C'est la phase d'explicitation. C'est ce qui permet à l'enseignant de savoir si l'élève, outre être capable de mobiliser la compétence pendant la séance, chose qu'il a pu observer en passant entre les groupes, si l'élève est capable aussi de l'expliciter et du coup de la généraliser. Une compétence qui ne reste pas attachée exclusivement au contenu travaillé aujourd'hui, mais qui peut se libérer, s'abstraire des contenus pour pouvoir être réutilisé à d'autres occasions. C'est un processus, ça ne se fait pas en une seule fois. La dernière partie de la fiche d'évaluation demande aux élèves s'ils ont déjà travaillé cette compétence, ils peuvent en donner un exemple, donc faire le lien de cette compétence entre deux cas concrets, voire imaginer comment on pourrait la réutiliser dans le futur. C'est ce qui permet à l'élève de réfléchir activement, métacognitivement, au transfert, au fait que cette compétence ne reste pas là, aujourd'hui, en place, sur ce contenu spécifique, mais qui peut être réutilisé. C'est une compétence généralisable à d'autres situations. Donc, à la fin de ce processus d'évaluation peut être reproposé à distance, naturellement, pour voir si la connaissance grâce au QCM et la compétence grâce à la fiche ont été conservées et éventuellement, du coup, rangées dans le petit sac à dos de manière à pouvoir se dire à la fin de l'année, regarde toutes les compétences qu'on a réussi à travailler cette année et pour pouvoir dire peut-être à l'enseignant de la classe suivante, voilà toutes les compétences qui ont été travaillées, maintenant tout le reste à faire ou reste à consolider. Voilà pour la petite simulation rapide de la mobilisation de ces outils dans la classe, outils que vous voyez devant vos yeux. Le seul que je ne vous ai pas présenté, c'est effectivement le référentiel de gestes professionnels qui est pour vous les enseignants, pas nécessairement pour vos élèves, même si tout ce que vous faites pour vous, en réalité, a une retombée sur vos élèves, c'est pour réfléchir. Quand je vais travailler cette compétence-là spécifiquement, quels types de gestes professionnels sont les plus à même de me conduire à la mettre en place d'une façon efficace et donc de réfléchir à qu'est-ce que vous avez mobilisé comme geste professionnel et qu'est-ce que vous pourriez mobiliser une prochaine
fois. Donc, maintenant, je peux donner la parole à ma collègue Fatima, du coup, pour qu'elle puisse nous donner son expérience vivante, réelle, concrète de ce qui se passe en classe avec cet outil. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Fatima Ramon, donc je travaille à la Fondation La Main Lapatte. Je suis professeure, en fait, de physique-chimie. Et à la Main Lapatte, globalement, ce que je fais, c'est que je produis des activités clés en main pour la classe. J'ai vu dans le chat qu'un certain nombre de gens que je connais un peu, donc peut-être que vous connaissez ce que j'écris ou ce qu'écrit Mathieu Farina, un de mes collègues. Enfin, on est quelques-uns à la Main Lapatte. Et effectivement, après avoir travaillé sur l'outil avec Émilie, il y avait Frédéric, Claire, toi, vous étiez tous ensemble sur cet outil au démarrage. L'idée après, ça a été de venir vers nous en interne, après l'avoir testé avec les enseignants, pour voir comment nous, on pouvait les intégrer tout ça dans nos ressources pour la classe, sachant que c'est un gros outil. Il y a plein de choses. Maintenant, il a un joli nom qui s'appelle Mappeval. Mais au début, c'est vrai que je sais pas, vous, en tant que professeur, comment ça vous parle, mais ça peut faire peur. Alors, moi, j'ai toujours envie de faire plein de choses. J'ai toujours envie de changer plein de choses dans ma pratique professionnelle. Mais quand même, c'est pas facile tous les jours. On a beaucoup de choses à gérer et c'est pas évident. En fait, des gros dossiers comme ça, on se dit toujours j'aimerais. Et puis, en fait, voilà. Donc, oui, il y a quelques années, j'ai décidé que j'allais faire mes petits. J'ai le droit ou pas? Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire ce que j'aimerais, parce que j'aimerais faire tellement de choses. Je sors d'une formation où j'ai envie de tout changer. En fait, non, j'y arrive pas. Donc, du coup, je vais faire un petit peu, un tout petit peu, et je vais essayer après de faire grossir ce petit peu. Du coup, effectivement, je vais juste partager. J'ai pas fait de support, et je vais juste partager avec vous en fait des ressources qui sont en ligne déjà. Il y en a plein qui sont encore en cours de conception et d'écriture ou de test en classe ou de validation par nos scientifiques. Et donc certaines ont déjà un petit peu les outils qui sont intégrés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes. Et moi, personnellement, j'en ai choisi quelques-unes avec lesquelles je travaille. Et c'est celle-ci que j'utilise. Peut-être qu'à terme, dans 5 ans, je les aurais toutes utilisées dans mes propositions en classe et ce sera super. Mais disons que pour l'instant, j'essaye d'être sur une, deux, alors j'en ai 4, 5 qui reviennent de temps en temps, là, que je revisite sur certaines des activités. Là, je vous en propose une qui ne correspond pas à la photo que tu as montrée, qui était un tournage en classe, un test en classe que j'ai mené moi-même, parce qu'à la Main Lapatte, on fait tester par des collègues ce qu'on a écrit. Mais moi, je fais partie des auteurs qui ont besoin aussi de tester un petit peu tout seul avant, parce que j'ai besoin d'avoir fait pour pouvoir bien après formaliser auprès des enseignants. Donc là, par exemple, c'est une proposition maternelle. On a même eu la chance de tester ça en petite section l'année dernière, en fin de petite section. Attention, pas en début. Hein. Et donc, ça s'appelle La couleur des bonbons. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas, donc là, vous allez sur le site La Main Lapatte, vous tapez bonbons dans le moteur de recherche La Main Lapatte, vous allez tomber dessus. Et il y a un petit clip qui raconte avec des photos de classe, de tests en classe, comment ça s'est passé. Et je voulais juste vous montrer donc, un des PDF, donc une des activités. Donc la ressource clé en main, c'est ça, c'est ce petit PDF. Et si j'ai bien travaillé avec mes collègues, globalement, vous avez tout ce qu'il vous faut dedans. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut dedans. On est censé, et donc il y a la fameuse carte. Mais vous allez me dire en petite section, j'avais choisi, quand on a travaillé avec Benjamin et toi, Elena, la carte identifier les stades d'un protocole scientifique en cycle 1. Cette carte, on s'est vite rendu compte qu'elle n'était pas adaptée au maternel. On est d'accord, c'est pour l'enseignant en plus. Du coup, on s'est retrouvé à devoir la décliner autrement pour les enfants, à la traduire autrement. Et donc, on a eu la chance de travailler avec Marjorie Gary, qui est une illustratrice qui est superbe et qu'on adore, qui fait du super boulot, qui comprend toujours ce qu'on souhaite, même quand des fois, on n'est pas très clair avec nous-mêmes. Et donc, je suis allée trop vite. Voici comment elle a été déclinée. Elle a été déclinée avec 5 vignettes, qui sont donc les 5 étapes qu'on a retenues. Après, il y a toujours débat. Est-ce qu'on a 4, est-ce qu'on a 5, est-ce qu'on a 6? Bon, bref. On s'est dit, on en garde 5 pour les maternelles. On a fait la même chose pour les cycles 2, donc CP, CE1, CE2, mais un peu moins détaillé, parce qu'on est sur un niveau d'abstraction plus important même à partir du CP, on peut considérer qu'on a moins besoin de ces petits personnages, on est plus sur les pictogrammes. Et en gros, on a ces 5 étapes qui vont vraiment nous accompagner tout du long. C'est-à-dire qu'on va démarrer avec elles, on va les montrer, on va les nommer, on va les expliquer, et on va passer notre temps à travailler avec les élèves, à faire des choses et à revenir. Ils vont les avoir sur la table. Régulièrement, on va leur demander où on en est, et ils doivent pointer s'ils n'arrivent pas à la nommer, ils vont au moins pointer une des cartes. Et régulièrement, et à chaque début d'activité, chaque début de séance de sciences
On va redire quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'on est en train de travailler. Vous vous souvenez ou pas, vous vous souvenez. OK. Alors, quelles sont les étapes? Les voici. On les met dans l'ordre. Et donc, on ne va pas arrêter de mobiliser ça, tout simplement parce qu'on voudrait qu'à la fin de la journée, quand ils rentrent à la maison, ces enfants ne disent pas à leurs parents, quand on leur a posé la question, quand ils ont la chance d'avoir des parents qui leur posent la question, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Qu'ils ne disent pas, j'ai joué avec des bonbons, mais j'ai travaillé la démarche scientifique. Alors, pas comme ça, bien sûr, mais j'ai travaillé comme un scientifique et on a utilisé comme support les bonbons. On s'est posé la question de comment on pouvait retirer la couleur du bonbon. On a appris ce que c'était que la dissolution. On a appris qu'on pouvait avoir une intensité de couleur, une concentration différente suivant la quantité de bonbons, suivant aussi la quantité d'eau. Si on en met moins, pour la même quantité de bonbons, ce qui n'est pas forcément intuitif pour des petites sections, on va avoir cette concentration. On ne l'appelle pas concentration, on l'appelle pas concentration molaire, bien évidemment, mais il y a cette idée-là qui est derrière, une grande idée de chimie, mais qu'on adapte bien évidemment dans le discours à des petits. Donc voilà, donc on a ce travail-là. Et ce qui est aussi bien, c'est que la version cycle 2, on a été au bout de la démarche d'évaluation. C'est-à-dire qu'on a, alors j'essaie d'être au bon endroit. Excusez-moi, parce que Zoom et moi, on passe sur AirPods. Voilà. Ici, ça, hein, voilà, super. Donc ici, on est la version cycle 2, donc qui a été testée en CE1, CE2 d'ailleurs, plutôt en CP. Ah si, je l'ai dit, ça a été aussi testé en CP l'année dernière. Et donc, on a une chose, sauf que c'est plus long, parce qu'on va aller jusqu'à l'échelle de teinte en termes d'expérimentation avec les élèves. Et surtout, on va aussi avoir une séance dédiée à l'évaluation. On a proposé une séance expérimentale proche, mais légèrement différente, pour voir si les élèves réussissent à transférer à une situation proche mais différente ce qu'ils ont pu apprendre sur les étapes de la démarche scientifique dans le cadre de ce travail autour de la couleur des bonbons. Voilà, on est toujours là-dessus. Donc voilà, vous voyez le diaporama des tests en classe. Là, c'est un des groupes qui essaie de créer son échelle de teinte avec contrainte. Mais c'était vraiment très chouette. Et moi, alors du coup, comme je me suis cantonnée qu'à une carte sur ce travail-là, il n'y a pas de QCM pour l'instant parce qu'on s'était dit que comme il n'y a pas d'exigence en termes de connaissances dans le programme officiel avant le cycle 3, bon, sur le coup, avec Elena, on a dit on ne met pas de QCM. On va sans doute en mettre un quand même parce que même si ce n'est pas exigible, ça peut être intéressant pour nous, enseignants, de savoir si on a quand même contribué un peu à une connaissance qui est qu'est-ce que c'est que la dissolution, qu'est-ce que c'est que l'intensité des couleurs, voilà, tout ça. Et moi, voilà, en tant que prof, ça me permet d'expliciter ma démarche auprès de mes élèves. Et en tant que personne qui écrit pour la main à la pâte, ça me permet d'être un peu plus explicite dans ma démarche pour les enseignants qui ont la gentillesse de lire ce que j'écris et d'essayer de le tester en classe et de le réaliser avec leurs élèves, qui des fois ont la gentillesse encore plus de me faire des retours. Et ça, c'est même pour me dire qu'il y a des choses à améliorer. Il ne faut surtout pas hésiter. Une ressource, on la publie à un moment donné parce qu'elle est robuste, mais elle peut toujours être enrichie, toujours être améliorée. Et donc, voilà, je vais parler déjà de cette version qui est donc une version adaptée de l'outil. Mais voilà. Et on est vraiment sur... Et je me souviens qu'avec mes collègues au collège, j'avais la chance de travailler sur le niveau 6e avec deux profs, mes deux collègues de SVT, et donc moi en physique-chimie. Et ce qui était génial, c'est qu'on s'était dit qu'on allait bosser que 5 compétences scientifiques, que 5 dans l'année. On en avait choisi 5, on s'était mis d'accord. Et toutes les autres, c'est pas qu'elles sont pas importantes, c'est qu'on mettait beaucoup moins le focus dessus. Donc du coup, c'est moins chronophage aussi en termes de démarche dans la classe, parce que tu te dis toute l'année, ces 5-là, et le reste, ça sera l'année prochaine, ça sera travaillé. Mais au moins, ces 5-là, on le fait vraiment, on les réinvestit, on les revisite. Et du coup, bien sûr, au début, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude, mais après, ça devient quelque chose d'assez évident pour soi, ça devient quelque chose qui rentre dans notre façon de fonctionner. Et alors, moi, je n'ai pas utilisé le sac à dos, mais j'ai utilisé effectivement, j'aime beaucoup l'idée d'avoir cette carte dans la classe. Je l'ai mis qu'en A4, et en fait, je pense qu'en A3, ça serait mieux, parce que ça me rappelle qu'il faut que j'en parle. Parce que moi, je le sais dans ma tête, c'est hyper explicite, hein, mais des fois, je ne me rends pas compte, mais j'ai des gestes professionnels et déjà implicites quand je veux partager ça avec d'autres profs. Mais aussi, des fois, même moi, je ne vais peut-être pas aussi loin dans l'explication que ce qu'il faudrait. Donc voilà, donc c'est juste pour ça. Et puis, tu as montré une photo d'une autre source qui s'appelle donc autour des matériaux plastiques, donc qui est pour le cycle 2, mais on a aussi une version cycle 3.
Et donc, on a fait tout un travail autour de la modélisation, parce que moi, je travaille beaucoup sur l'enseignement de la chimie depuis quelques années maintenant. Et je sais bien qu'officiellement, la modélisation, c'est un truc de grand. Sauf que quand on arrive en troisième et qu'on n'a jamais pu avoir l'occasion de se créer des images mentales sur des sujets moins difficiles, sur des sujets moins abstraits que l'atome, si on commence à travailler sur un modèle quand on travaille l'atome, je pense qu'on perd, enfin moi c'était mon cas, je perdais 80-90% de ma classe au bout de 30 minutes lors du chapitre. L'atome, c'était terrible. Quand j'étais à l'époque prof de seconde, je savais qu'au bout de 20 minutes, 30 minutes, j'avais perdu 3/4 des élèves et c'était triste, mais je ne savais pas comment faire. Et un jour, une collègue m'a expliqué des trucs et du coup, j'ai commencé à faire atome à modeler. Donc, pour ceux qui ont des troisièmes en physique-chimie, n'hésitez pas à regarder. Et puis, on s'est dit qu'on devait, pour pouvoir commencer à voir des images mentales, même limitées, mais un peu abstraites de la structure de la matière, finalement, il fallait commencer très tôt. Et j'ai des profs des écoles testeurs complètement fous qui ont dit « Allez, banco !» qui m'ont même proposé des choses qui allaient plus loin que ce que j'avais en tête au départ. Et donc, bon, on part sur quelque chose de très sympathique au départ pour les enfants. Vous avez vu, on a même le petit... elle a aussi été testée officiellement avec les outils et tout. C'est beau. C'est toi qui l'as rajouté, je crois. Oui, j'avais oublié. Et donc là, pareil, on vous dit pour les enseignants, on va travailler sur la modélisation et on va travailler sur le lien entre le phénomène réel que je suis en train d'étudier et le bazar que j'utilise pour essayer de le représenter, de l'expliquer et de prédire. Voilà. Et on passe notre temps, parce que comme tout à l'heure, on disait, on passait notre temps à dire où on est avec les petits bonhommes dans la démarche. Là, on passe notre temps à dire, alors attends, le cure-dent, qu'est-ce que c'est? Attends, rappelle-moi, qu'est-ce que... Et on passe son temps à dire ça. Ça a l'air un peu lourd au départ. Mais on finit par s'y habituer, parce que finalement, l'enseignement, c'est l'art de la répétition. Donc, au bout d'un moment, on apprend à accepter le fait qu'on passe son temps à dire et à faire dire aux élèves, parce qu'il n'y a pas que nous qui devons l'expliciter, ce lien. Et du coup, ça donne une séance où on a été au bout de l'évaluation. Il y a le QCM dedans, donc si vous voulez, voilà. Et on est parti, parce que la didactique de la chimie est un peu en retard par rapport à la didactique de la physique. On a peu de choses chez les petits d'études sur lesquelles on peut vraiment se positionner. Mais on a utilisé du coup les résultats de la didactique de la physique sur l'astronomie. Et on a pris la même démarche. Donc, en fait, on démarre avec une modélisation avec son corps. On essaie de comprendre pourquoi le slime n'est ni liquide, se comporte comme un liquide, mais se comporte aussi comme un solide. On ne sait pas trop, il a plein de propriétés un peu, voilà. Pourquoi? On essaie de le comprendre d'abord en faisant un jeu de rôle avec son petit corps. Voilà. Ensuite, on regarde des Playmobil, des petites figurines, faire le même jeu de rôle que nous. Donc, on adopte ce qu'ils appellent un point de vue externe au modèle. Et ensuite, maintenant qu'on est prêt, on va pouvoir du coup aller au bout. Je vais un peu vite parce que juste, je voudrais vous montrer ça. Voilà, on va aller au bout avec une modélisation qui est vraiment une modélisation abstraite. Donc là, on est dans la cour en train d'essayer justement de modéliser les chaînes de polymères qui sont les chaînes de colle PVA et les petits élèves qui sont ponctuels, qui sont les ions borates. Voilà, on leur a expliqué, on leur dit voilà. Et après, on joue. Ensuite, on voit des petits élèves figurines jouer et on essaye toujours de faire le lien entre ce que notre modèle, les différents éléments et le phénomène qu'on est en train d'étudier. Et enfin, on est prêt à utiliser des objets qui sont abstraits pour pouvoir faire notre modélisation. Et on pourrait se dire que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, on est d'accord. Alors avant, on fait du slime quand même, parce que c'est important de se détendre un peu avant. Après, on fait ce travail extrêmement difficile de modélisation. Moins difficile que l'astronomie, ça j'en suis persuadée, parce qu'on est quand même sur le ciel, on l'a dans la main tout le temps en fait. On peut le bouger, le machin, donc c'est pas comme la Lune et la Terre, c'est bon quand même. Donc je sais que c'est dans les programmes historiquement, depuis pas mal d'années, donc on se dit que l'astronomie ça doit être plus adapté. Je suis pas convaincue, même si j'entends que c'est voilà. Mais je vous dis, c'est que je travaille en CP qu'en troisième, il y a moins de décrochage, c'est un peu bizarre, mais c'est ça que j'ai en tête. Et donc, on l'écrit aussi sur le tableau, les différentes, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire quoi, voilà. Et c'est impressionnant parce qu'on a du coup des extraits qu'on a mis dans la ressource de ce fameux questionnaire où les élèves, d'abord tout seuls, rédigent, voilà, quand est-ce qu'ils ont modélisé pendant la séance, est-ce qu'ils ont
déjà utiliser cette compétence à un autre moment. En plus de présenter la carte, c'est un truc qui est vachement puissant parce que ça me rappelle qu'il faut que j'explicite le mot modèle. Là, je l'ai fait spontanément. Il y avait la carte, on a eu la carte, il a fallu que j'explique le mot modèle. Enfin, avant, je leur ai demandé d'ailleurs ce qu'ils en pensaient de ce mot. Et de mémoire, ils m'ont parlé de top modèle. Oui. Ils m'ont parlé du modèle réduit, du modèle pour pouvoir s'entraîner. À un moment donné, il y a eu l'antivirus qui est sorti quand même. Et on a parlé un peu de science. Mais ça nous a permis, je sais que c'est des choses que je savais. On m'a toujours dit au début, quand j'ai commencé ma carrière, il faut que quand tu as un nouveau mot de vocabulaire un peu spécifique, le mot synthèse en chimie, il n'est pas utilisé qu'en chimie pour les élèves, il est aussi utilisé en français. Donc, avant d'utiliser ce mot, tu vérifies qu'on est tous d'accord sur ce mot. C'est une chose que je sais. Mais là, la carte, elle me rappelle qu'il faut le faire parce que quand on est en classe, vous le savez bien, on a 12 milliards de choses à faire en parallèle. Et du coup, des fois, on oublie des choses qui sont pourtant importantes. Enfin, du moins, c'est mon cas, je ne parlais que de moi. Et donc, voilà, et j'étais impressionnée parce que cette classe est une classe, on était en REP+, classe 3 niveaux, ce test-là, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc, des élèves pas faciles, mais une super prof qui nous a accompagnés. Et on a des élèves qui ont réussi, on a eu une bonne évaluation. Enfin, finalement, ils avaient bien compris ce qu'était un modèle. On a pu après montrer d'autres types de modèles, notamment en astro, notamment sur l'énergie avec cratères et météorites. On leur a fait des parallèles et j'ai trouvé ça assez fort parce que c'est ambitieux, mais ça fonctionne, quoi. Enfin, ça fonctionne avec les échantillons de tests qu'on est capable de suivre. Donc, voilà, c'était juste ça que je voulais partager avec vous. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je te remercie infiniment parce que je trouve que ces exemples étaient, de mon point de vue, très utiles, à la fois pour montrer que, vraiment pour mettre l'accent sur le fait qu'on l'appelle un outil d'évaluation, Mappébal, mais que ses objectifs vont bien au-delà de l'évaluation au sens strict, que l'évaluation, en fait, est beaucoup plus large de ce qu'on pense. C'est quelque chose qui permet l'explicitation. Et la mobilisation des cartes, du coup, qu'on a fabriquées, c'est la mobilisation de cette capacité d'explicitation pour l'élève, pour l'enseignant tout au long de la séance. Et effectivement, juste pour commenter sur l'image finale, et après on vous donne les liens pour télécharger tout ça. Franchement, quand on a réalisé cette activité en classe, donc moi pour une fois j'étais en classe aussi, regardez tout au fond de la salle, bien un tapis d'un côté, et honnêtement, quand j'ai vu Fatima introduire cette séance sur la modélisation dans cette classe, je ne vous décris pas les conditions de la classe parce que ça irait trop loin. Je me suis dit, c'est raté. C'est clair que là, on rentre en pleurs et que surtout, on rentre avec ces fiches finales qui sont toujours perçues comme très difficiles. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a présenté cet outil, les enseignants ils nous disent, mais quoi, les élèves ils doivent écrire à la fin, ils doivent réfléchir à ce qu'ils ont fait et pas décrire ce qu'ils ont fait matériellement, mais le lier à une compétence. Mais c'est pas possible. C'est trop compliqué pour ma classe. Et je leur ai dit que s'il y avait une classe où c'était compliqué, ça aurait été cette classe-là sur un concept comme celui de modélisation en chimie. Et pourtant, quand on est sorti, on a vu qu'effectivement, les fiches, on vous en a montré juste un extrait tout simple, mais elles sont comme ça. Les élèves ont été capables, parce qu'ils ont été accompagnés tout le temps dans cette réflexion. Bien sûr, ils ne l'ont pas faite tout seul à la fin, c'est une réflexion. C'est une réflexion qui est guidée, qui est accompagnée, qui est explicitée, verbalisée par l'enseignant. C'est à ça que sert l'outil d'évaluation, à rappeler tout ça. Et à la fin, ils y arrivent effectivement. Et s'ils n'y arrivent pas, nous, on est ravis quand on associe nos activités à l'outil d'évaluation et qu'on les met en ligne avec l'outil d'évaluation. Je le répète, ce qu'on cherche, c'est vraiment d'avoir votre retour parce que c'est ça qui va nous permettre, je veux repartager du coup l'écran juste pour vous montrer là de nouveau les outils et les adresses où vous pourrez trouver tout ça. Excusez-moi, je le mets. Non, il faut que tu aies un affichage. Excusez-moi, c'était dans l'affichage, je ne l'ai pas ici, effectivement. Mais voilà. Voilà, donc voilà, vous voyez ce petit résumé. Si jamais, quand vous testez en classe nos ressources auxquelles on associe cet outil d'évaluation, vous vous apercevez que vos élèves ne s'améliorent pas ou qu'ils ne sont pas capables de faire ce travail à la fin, ou s'ils le sont capables, dans tous les cas, si vous nous faites remonter ces résultats, pour nous, c'est extrêmement précieux parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre, nous, d'améliorer nos ressources et de les remettre en ligne, améliorées grâce à vos retours.
Donc, quand vous vous rendrez sur cette page, si vous êtes intéressé pour télécharger, bien sûr gratuitement, j'aurais peut-être dû le dire, mais c'est le cas de toutes les productions de la Fondation De la main à la pâte. Elles sont là, elles sont open source, elles sont disponibles, elles sont modifiables, appropriables. Je pense que Fatima, elle a bien décrit comment chaque enseignant peut aussi se les personnaliser. Elles ne sont pas des outils rigides, elles sont faites pour devenir des outils personnels d'aide. Quand vous allez sur cette page, vous allez trouver aussi un onglet de remontée des données. Nous avons produit des questionnaires pour la remontée des résultats des évaluations qui naturellement après sont anonymes, qu'on utilise nous juste pour améliorer nos ressources. Et nous sommes en train de finaliser aussi une application à télécharger sur son téléphone portable ou sur sa tablette pour faire ces remontées directement par téléphone ou tablette et visualiser les résultats de la classe entière. Donc, vous allez trouver toutes les instructions pour la remontée sur le site de la Fondation La main à la pâte, à côté des outils et à côté d'instructions d'utilisation des outils que je vous ai montré et d'un tutoriel, comme je vous le disais, qui va vous permettre du coup de revoir ce qu'on a dit dans ce webinaire. Dans le tutoriel, vous allez aussi avoir le petit film en classe de cette classe qui a travaillé sur le slime où on voit effectivement la mobilisation des outils. Donc, vous allez trouver à la fois une présentation interactive pour expliquer la mobilisation des outils et cet exemple de classe et d'autres outils pour l'appropriation. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous autour de cet outil. Fatima, Une petite précision, c'est REP+, mais c'est une professeure Freinet qui fait beaucoup écrire ses élèves. Donc ça compense aussi un peu, ils n'ont pas peur d'écrire et ils n'ont pas peur. Donc ça aide aussi. C'est vrai que si c'était une autre classe, un autre type d'enseignement, peut-être. Ils avaient pas peur. Ils étaient très, très partants. Voilà, s'il nous reste un peu de temps, je parle malheureusement préciser les niveaux a priori. Oui, on a quelques questions dans le chat. Alors, on va tout de suite préciser pour quel niveau ont été conçus les outils. Tu as parlé d'adaptation pour le tout petit. Mais le pack d'outils là, qui est en ligne. Alors, on voulait un outil qui soit tout niveau, c'est-à-dire que c'est dans son utilisation, dans sa mobilisation, après, qu'il va être adapté. Comme vous l'avez vu, Fatima, quand elle l'a utilisé avec des maternelles, par exemple, elle n'a pas fait passer des QCM parce que ce n'était pas vraiment nécessairement le plus adapté. Et la discussion autour, celle qu'on peut faire autour de l'affiche que je vous ai dit que en cycle 3, par exemple, a été faite en binôme, elle peut être faite en grand groupe. Ouais. Donc, il s'agit, grâce à votre flair professionnel, d'adapter ces outils-là aux différentes situations, sachant que les différentes étapes ou compétences de la démarche, elles vont rester les mêmes, elles vont être travaillées progressivement et de façon spiralaire tout au cours de toute la scolarité des élèves. On commence à apprendre à observer de façon précise en maternelle. On les fait avec les moyens du bord de la maternelle et de la cognition d'un cerveau de maternelle. On retravaille la même chose, la précision dans les observations à tous les niveaux scolaires sur des contenus plus complexes avec un niveau de détail et d'exigence de plus en plus important et avec un niveau d'explicitation et de transfert de plus en plus important. Donc, en fait, si adaptation, donc si je résume ce que vous avez dit toutes les deux, donc le référentiel de compétences et gestes professionnels, voilà, transversal à tous les niveaux, absolument lié à la démarche en elle-même, et ensuite les outils, on va en décliner l'utilisation sur etc. C'est exactement. Tout est à tout niveau. Après, nous, par exemple, quand on propose une activité pédagogique, une ressource pédagogique, les bonbons, la modélisation et le slime, voilà, à chaque fois, nous, on adapte dans cette séquence-là l'outil à la séquence elle-même. Donc, c'est pas, l'outil, il n'est pas figé, il va s'adapter à la séquence et vous allez voir au sein de nos séquences comment on propose du coup de l'adapter selon le niveau des élèves. Ce qui n'empêche pas, si dans votre classe, vous trouvez que les élèves sont beaucoup plus avancés de ce que nous, on a imaginé, ou moins avancés, de réadapter du coup l'outil à votre gré. L'expertise, de toute façon, elle est toujours par c'est le professeur en classe qui connaît ses élèves et qui a l'expertise. Nous, on va faire des moyennes à partir de nos testeurs. Et donc, effectivement, nous, ce qu'on vous donne toujours, c'est une moyenne par rapport... C'est toutes les infos que nos retours et nos testeurs nous ont données. Mais bien évidemment, vous êtes vraiment l'expert de votre classe. C'est vous qui avez vraiment la capacité de voir si
pour moi, les cartes, elles sont très cycle 3, voire 4 en termes de présentation. Et du coup, pour les cycles 1 et les cycles 2, il faut adapter le visuel de la carte. La carte, elle est super pour le prof, mais pour certaines. Mais après, en cycle 1, tu ne vas pas prendre les 34 cartes, quoi. En cycle 1, tout ce que tu travailles, c'est le début. Donc, typiquement, là, il faut en prendre 3-4 et se contenter de faire ça. Limite, juste celle qu'on fait là, tout au long de l'année, de petites sections ou de grandes sections, on fait juste l'identification des étapes d'une démarche scientifique. C'est déjà incroyable. Si à la fin, ils sont tous à l'aise là-dessus, quel boulot, quoi. Mais du coup, il faut avoir en tête que chez les cycles 1 et les cycles 2, on va vraiment être sur du collectif. Donc, bien sûr que la fiche qu'on vous a mis à la fin, pour voir si on a déjà fait ça, on ne va pas leur demander d'écrire, surtout en cycle 1, même en CP, quoi. Mais on va vraiment, c'est le prof qui va collectivement discuter avec la classe. Comme quand on se conçoit un protocole expérimental en CP, c'est pas vrai que tous les enfants, les petits groupes d'enfants, conçoivent en fait, on le fait ensemble. On travaille, on réfléchit à plein de cerveaux, on se met d'accord et après on fait. C'est un peu pareil, je trouve, sur ça. Absolument. Et une chose importante, quand vous allez télécharger l'outil, vous allez voir un référentiel avec 7 méga compétences, 34 sous-compétences. Nous, on met vraiment l'accent sur le fait qu'à chaque fois, même si la démarche d'investigation comporte beaucoup d'étapes au cours d'une séance, de focaliser sur une seule. C'est pour ça que dans les exemples que vous avez vus, c'est toujours une carte qui est mobilisée, pas 5 cartes. Bien sûr, les élèves ont observé, ont émis des hypothèses, ont modélisé, ont fait des conclusions. Mais si on cherche à porter l'attention sur tout en même temps, on risque de les perdre. Donc bien, on fait, mais on se dit, mais aujourd'hui, notre focale va être sur cette composante-là, sur cette étape, sur cette compétence de la démarche scientifique qu'on veut vraiment bien travailler aujourd'hui, demain, peut-être pendant un mois, peut-être cette année. Donc, ne pas être trop gourmand, ne pas penser de mobiliser 5 compétences différentes par séance, mais se focaliser sur une, rester simple. Peu de connaissances aussi visées, c'est pour ça que les QCM, vous verrez que nous, on propose ces 3 questions. C'est parce qu'il faut vraiment cerner la connaissance qu'on veut voir les élèves amener à la maison, et pas plus. Le reste, oui, bon, il sera là, mais c'est pas évalué, c'est pas ce sur quoi on aura mis la grande focale et sur lesquelles l'attention de l'élève se sera portée de façon privilégiée. Sachant que dans ce qu'on vous a présenté et dans ce que j'écris, il y a une compétence sur plusieurs séances. Hein. Enfin, je veux dire, les bonbons, c'est la totalité de la séquence qui est centrée sur une compétence, sur une carte. C'est déjà énorme. Donc, en fait, ce pack d'outils, c'est à la fois un outil pour enseignants pour préparer ces séquences, mais ça peut être vu comme un outil d'équipe aussi, de faire ce travail, de quelles compétences on va cibler pour quel niveau dans cet établissement, par exemple. Nous, on l'utilise comme ça, au sein de la main à la pâte, et je pense que ça peut être modélisant aussi pour une équipe d'enseignants. C'est-à-dire que nous, depuis qu'on a cet outil et qu'on a pu travailler sur ce référentiel des compétences, c'est qu'on fait quand on élabore des nouvelles, quand les concepteurs des ressources conçoivent une nouvelle ressource, c'est de poser, ça nous permet de nous poser et de nous poser la question, du coup, qu'est-ce que je veux obtenir avec cette séquence? Quelle est la compétence que je veux voir travailler et quelle est la connaissance que je veux voir émerger? Et donc, ça permet aussi de guider la conception. Et ensuite, je pense que dans une équipe multidisciplinaire, elle permet aussi de faire surgir une compétence en particulier qui va pouvoir être travaillée par plusieurs enseignants en même temps, ou de toute manière, même si pas en même temps, en cela renvoyant. On avait la même carte affichée en classe en même temps ou à des moments différents, vous vous souvenez, ça crée un lien. Et l'élève se rend compte du coup que même s'il est en SVT, là je parle du secondaire, mais s'il est en SVT et en physique, il a travaillé la modélisation, mais il a toujours travaillé la modélisation, même si les contenus étaient extrêmement différents. Ça, c'est une autre, je pense, atout du fait de proposer un référentiel des compétences scientifiques qui sont transversales à tout domaine et à tout âge. Et donc, l'élève, idéalement, les retrouve à plusieurs moments de sa vie et retrouve la même image, se retrouve dans la même compétence. Alors, il y avait une question un peu plus logistique sur la compatibilité. Est-ce qu'il y a une compatibilité avec des outils numériques déjà existants? Comme ceux qui existent dans Pronote et dans Sacoche, en fait,
Celui-ci n'est pas vraiment un outil numérique, hein. Vous allez voir que quand vous allez sur le site web et sur la page web, c'est le seul accès numérique qu'on vous demande, mais parce que c'est notre manière de distribution en général, vous allez pouvoir tout télécharger en format papier pour votre classe. Donc, il ne va pas nécessiter, l'utilisation de l'outil en classe ne va pas nécessiter pour la classe d'outils numériques en plus. C'est fait exprès parce qu'on sait que la disponibilité d'outils numériques dans les classes ou d'Internet dans les classes n'est pas vraiment uniforme, disons comme ça, dans le pays et dans les classes. Par contre, effectivement, ce dont vous aurez besoin, mais c'est l'enseignant qui en a besoin, pas les élèves, c'est pour nous faire remonter les résultats de vos évaluations. Quand vous avez fait des évaluations en lien avec nos ressources dans lesquelles, du coup, l'évaluation est associée, dans ces cas-là, effectivement, vous aurez besoin de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur pour vous connecter à un questionnaire ou pour télécharger l'application. Et on n'a pas malheureusement pu pour l'instant faire de compatibilité avec d'autres outils qui existent, mais qui ne s'excluent pas respectivement. Par exemple, dans l'application sur laquelle vous pouvez faire remonter les données, vous pourrez importer les données de votre classe, c'est-à-dire les élèves, à partir d'un fichier CSV, comme vous allez les utiliser aussi dans Pronote. Donc, il y a cette interopérabilité à ces niveaux-là. Alors, une précision là-dessus, donc on est d'accord que les enseignants qui ont envie d'utiliser notre outil ne sont pas obligés de nous faire remonter les données. Ça, c'est sur du volontariat, donc on peut télécharger l'outil, l'utiliser sans participer à la remontée des données. Et les remontées des données qui nous parviennent, elles sont bien sûr anonymes. Totalement. Et là, je vais préciser du coup 2 grandes modalités d'utilisation de cet outil. Suivez-moi parce que ça peut être compliqué même pour nous en interne, des fois d'écrire 2 minutes. Donc, une minute va me suffire. Alors, il y a une utilisation libre, c'est-à-dire l'outil vous a plu, il est trop chouette, graphiquement il est joli et vous sentez que ça va pouvoir vous aider dans votre classe. Vous téléchargez, je ne veux rien savoir, vous téléchargez tout ce que vous voulez, vous l'imprimez, vous l'utilisez autant de fois que vous voulez dans vos classes et à la limite, un jour, vous nous envoyez un grand cœur pour nous dire que vous êtes content et nous, on sera ravis. Utilisation totalement libre. Il y a une deuxième forme d'utilisation, c'est la suivante. Dans les nouvelles ressources pédagogiques, comme celle qu'a décrit Fatima, que nous produisons, les bonbons, les slimes, etc., nous allons systématiquement aller associer cet outil. Donc, ce n'est pas le cas pour toutes nos ressources, mais celles qu'on est en train de produire, on veut y ajouter l'outil. Donc, dans ce cas-là, on se trouve avec une ressource la main à la pâte et un outil d'évaluation. Dans ce cas-là, on vous dit, si vous utilisez l'outil en lien avec la ressource la main à la pâte, vous êtes obligé à rien. Jamais, on n'obligera personne à faire quoi que ce soit, mais dans ce cas-là, si vous nous faites remonter les résultats de votre évaluation, ça va vous prendre une dizaine de minutes de plus par rapport à l'utilisation de l'outil en classe. Ça, c'est vraiment le cadeau pour nous. C'est ces 10 minutes. Cadeau de Noël. Le cœur dans l'autre sens. Je fais le big cœur à la main à la pâte, je me sacrifie, je leur envoie mes résultats parce que de cette manière, la main à la pâte va pouvoir améliorer ces ressources qu'elle met gratuitement en ligne. Et donc, bon, un jour, ça me rendra service. Si mes collègues ont fait ça, moi, un jour, je tomberai sur une ressource la main à la pâte qui a été testée par plein d'enseignants et qui a du coup été beaucoup améliorée. Voilà. Et juste pour dire, c'est compatible avec Sacoche, notamment. Oui. Parce qu'en fait, le référentiel de compétences, il faut le créer, il faut l'importer. Ouais. Et donc, il suffit juste de choisir celui-là plutôt qu'un autre. Mais voilà, c'est pour le coup, Sacoche, le Pronote, je l'ai utilisé moins pour les compétences, mais Sacoche, je l'ai beaucoup utilisé. Ça fonctionne. Voilà. C'est juste pour fermer la parenthèse. Je crois qu'on c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de vous dire merci, de vous faire un grand cœur. Merci pour votre attention et merci de nous faire des retours. Nous serons ravis d'améliorer aussi l'outil d'évaluation parce qu'on est toujours dans une démarche d'amélioration.